Alors, on recommence, et toujours contre la théorie, donc c'est un principe de base. Donc on a passé les différents éléments sur le darwinisme. Là, maintenant, je vais faire un panaché des théories auxquelles je ne crois absolument pas. La première, c'est tout ce qui concerne les prédictions. Je ne crois pas aux prédictions, puisque pour pouvoir faire des prédictions, il faudrait avoir deux choses. D'une part, croire ce que les humains croient, que l'avenir est prévisible. Et bien entendu, si vous écoutez ce que dit Héraclite, c'est-à-dire que c'est la foudre qui gouverne, vous ne pouvez pas croire que l'avenir est prévisible. C'est pas vrai. La seule chose qui est prévisible pour les êtres vivants, c'est qu'ils meurent à un moment. Alors ça, vous pouvez être sûr, ça c'est comme ça. Quoi qu'on vous raconte. Et nous, on sait à peu près quel est notre jusqu'où on est capable de vivre. Et donc, et absolument tout, je passais ma vie à dire ça, mais c'est tellement ancré, notre désir de connaître l'avenir est tellement ancré profondément dans notre nature, que vous ne pouvez jamais convaincre les gens qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Parce qu'ils oublieront le lendemain la prédiction précédente qui disait que des bêtises. Alors, bien sûr, ça a été le cas pour les épidémies. Je connais bien le grand sorcier en chef de la prédiction, il s'appelle Ferguson, il est à Oxford. Chaque fois qu'il y a une épidémie qui commence, il explique qu'il va y avoir des centaines de millions de morts. Ça ne marche jamais, mais quand il y a une nouvelle épidémie, hop, on se précipite vers lui pour lui dire, tiens, alors combien on mort ce coup-là? Alors il refait un truc, ça fait un papier de la nature à chaque fois. Hein. Des grandes présentations, des grands machins, puis ça ne marche pas, bon, ça fait rien. Je l'ai défié, lui. Donc une fois, j'étais dans un... parce que c'est la star de la prédiction. Donc une fois, j'étais à un congrès à Londres, dont je faisais partie du comité d'organisation, et donc, le congrès de la Société européenne de maladies infectieuses et microbiologie clinique. Et j'avais prévu, à l'époque, j'avais proposé pour tout ce congrès de faire des duels pro and con, pour et contre, une question. Et donc, puisqu'on était à Londres et que j'étais chez lui, puisque c'était à côté d'Oxford, je lui ai dit, écoutez, moi je veux, lui, faire un défi, un duel, sur les modèles peuvent prédire l'évolution des maladies infectieuses, oui ou non. Moi je ferais non, bien entendu. Est-ce qu'il fait oui? Alors il répond oui, et en réalité, il s'est dégonflé, et il m'a envoyé un étudiant qui doit avoir 34 ans, le malheureux, que j'ai découpé en rondelles. À la fin, je dis, voilà, donnez-moi un exemple, un seul exemple, d'une prédiction qui a été faite et qui a été réalisée. Il a dit, on a un exemple, c'est si on baisse le niveau de vaccination des oreillons, il y aura plus d'oreillons. Je dis, écoutez, pour ça, vous n'avez pas besoin d'un modèle mathématique. Je pouvais le dire, ça. Il a dit, mais donc vous faites la prédiction. Je dis, oui. Je dis, effectivement, si la population, j'ai pas besoin d'un modèle mathématique pour prédire ça. D'accord ? Et quand vous faites de la prédiction en plus sur une maladie inconnue, ce qui était le cas du Covid, une maladie inconnue, faire de la prédiction là-dessus, c'est du délire. Alors c'est fou que ça puisse marcher, c'est publié dans Nature, et puis après il y a tout le monde qui dit non, mais lui il a prédit ça, lui a prédit ça, lui a prédit ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Les humains aiment ça. Et en plus, dès que l'on transforme, dès que l'on arrive à avoir une approche qui est reproductible, l'idée de la prévision s'impose. Ce qui s'est passé, pourquoi ça a commencé avec l'astrologie, c'est parce qu'on pouvait prévoir quand il y aurait des éclipses, on pouvait prévoir dans un certain truc les mouvements d'étoiles, et donc à partir de ça, ça a donné, l'astronomie a donné l'astrologie. Donc tous les gens qui étaient capables de calculer ça, d'un coup devenaient les grands mages, les grands prophètes, puisque... vous regardez, mes besoins de prédiction, chez les Romains, on sait, il y avait les auspices et les aruspices, donc il y avait les uns qui regardaient dans quel sens passait le vol des oiseaux, et les autres qui regardaient dans leurs entrailles, si leurs entrailles étaient normales ou pas normales. Donc c'était, avant, il n'y avait pas un combat qui se faisait sans qu'on ait à interroger sur l'avenir de l'homme, parce que c'est tellement, une bataille, c'est tellement incertain qu'il fallait avoir l'opinion que les dieux, ou au moins, peut-être qu'ils trichaient et qu'en réalité ils disaient ça aux soldats, les augures sont très bons, on va gagner, pour que les soldats soient sûrs qu'ils ne partent pas dès qu'il y aurait le premier revers. Mais c'est intrinsèque à l'homme, on ne peut pas s'en passer, et donc les hommes ont besoin de croire qu'il y a une manière de prédire l'avenir. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature des humains. Et donc c'est vrai pour ça, c'est vrai pour la démographie, bien sûr, démographie.
Moi, à chaque fois que je vois la démographie, je rigole parce que je me souviens de ce qu'on prévoyait 10 ans avant, je me souviens de ce qu'on prévoyait 20 ans avant. Moi, encore une fois, il faut bien qu'il y ait quelques avantages à vieillir. Moi, encore une fois, j'ai très bien connu l'épidémie de sida, parce qu'encore une fois, j'y étais au tout début, j'ai ouvert la première salle de prise en charge des sujets HIV positifs à Marseille, à l'hôpital Houphouët-Boigny en 1983-84. Et donc, moi, je me souviens à l'époque, d'abord, tout le monde pensait que le sida se répartirait partout de la même manière. Moi, j'ai toujours dit, non, vous savez, il restera des sujets à risque en Europe, et ça sera pas pareil en Afrique. Je me souviens, j'avais discuté avec des gens, des épidémiologistes, je lui ai dit, enfin, pourquoi vous dites ça? Je dis, mais parce que c'est un écosystème qui est très différent. Moi, je ne connais pas de maladies qui soient les mêmes en Afrique subsaharienne et qui soient en Europe. Je connais bien l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est pas vrai. Voilà. L'hépatite B, c'est pas vrai. Le truc, c'est pas vrai. Donc c'est des écosystèmes qui sont radicalement différents, donc il ne se passera pas la même chose. Donc du coup, en réalité, il s'est passé ça, c'est-à-dire qu'en Afrique, ça a pris une prévalence qui est absolument monstrueuse, alors que c'est resté dans les groupes à risque en Europe, avec quelques exceptions, mais qui étaient mineures. Eh bien, à ce moment-là, les gens, alors, les gens qui faisaient des prédictions, bien sûr, ils faisaient des prédictions en disant que voilà, l'Afrique allait se dépeupler et que bientôt, ça serait un continent désert. Bon. Maintenant, ils disent que l'Afrique se peuple tellement que bientôt, il va envahir le reste du monde. Donc, c'est toujours les prédictions, c'est pas ce qui va se passer, parce que la foudre gouverne. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé le HIV. Et ce qui s'est passé avec le HIV, ce qui est incroyable, c'est que l'Afrique était en train de faire ce qu'on appelle la conversion démographique, c'est-à-dire diminuer le nombre d'enfants par femme de manière très significative. Dans les pays qui ont été le plus touchés par HIV, il y a eu une remontée de la fertilité qui a probablement même pas été pensé, qui est allé de soi parce qu'il y avait tellement d'enfants qui mouraient, parce qu'il y avait le sida néonatal aussi, que on s'est remis à faire plus d'enfants parce que la mortalité infantile était plus importante, parce que le nombre d'enfants qu'il fallait avoir pour pouvoir avoir des descendants était plus important, et ça s'est corrigé, et ça a refait un rebond de la démographie qui est pareil, qui était imprévisible. Après, on peut l'expliquer a posteriori, mais a priori, donc la démographie, ça marche pas. C'est pareil que la croissance du PIB. Regardez la croissance du PIB avant le Covid, telle qu'elle était prévue, et vous allez mourir de rire. La même chose, si vous regardez l'espérance de vie, là, il y a vraiment eu un truc de folie, si vous voulez, qui était dû... Le progrès, l'idée du progrès est devenue, bien sûr, il y a les progrès techniques, les progrès ne se font pas tous sur le même domaine et à tous les niveaux, c'est comme la science. Non, on ne peut pas dire que la connaissance ne progresse pas de manière colossale dans la microbiologie, c'est considérable. La moitié de ce qu'on sait maintenant, on ne le savait pas au XXe siècle, donc quand même c'est extraordinaire. Mais le nombre de médicaments, en revanche, la chimie médicamenteuse, le nombre de médicaments qui changent vraiment la situation pour la médecine, dans le XXIe siècle, c'est infime. C'est très très peu. Donc là, on est dans une fin d'histoire, ça a remplacé peut-être par autre chose, j'en sais rien, les thérapies géniques, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette histoire-là, mais ça n'a pas empêché les gens de faire de la prédiction, et en particulier la prédiction, la première prédiction, c'est de dire, voilà, il y a une pente, on va continuer, la pente va continuer comme ça, mais c'est comme, j'ai essayé de vous l'expliquer, en réalité, les pentes ne sont pas comme ça, elles commencent comme ça, et puis elles atteignent un plateau, puis elles redescendent. D'accord ? Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé en Amérique, aux États-Unis. Eh bien voilà, si on regarde le XXe siècle, ça monte, et puis ça devient en plateau assez tôt, d'ailleurs. Et là, depuis une dizaine d'années, ça diminue de manière franche. Il y a ceux qui sont plats, nous on est plats, les Anglais ont commencé à diminuer, les Américains ont beaucoup diminué. Et ça, je ne sais pas comment on pouvait le prévoir, parce que, jusqu'à présent, les paramètres, donc la première chose, c'est pour pouvoir prévoir, il faut que ce soit prévisible. La deuxième chose, ce qui n'était pas le cas, là, en l'occurrence, la deuxième chose, c'est que on faisait une corrélation qui a été vraie pendant un certain nombre de temps entre le niveau technologique, la richesse et l'espérance de vie. Et cette relation a disparu. C'est-à-dire que à partir de $20,000 par personne, ça n'a plus d'influence sur l'espérance de vie par an. Et à partir de $10,000 par personne de dépenses médicales, ça n'a plus d'incidence sur l'espérance de vie. Au contraire, on est même arrivé à une espèce de paradoxe, c'est qu'aux États-Unis, on a continué à dépenser de plus en plus et on meurt de plus en plus jeune. Donc, et maintenant, l'Amérique, cette année, on est à 76 ans d'espérance de vie, ce qui est en dessous du Maghreb. En dessous de, je sais pas, ils sont entre la 70e et la 100e place mondiale, alors que c'est eux qui dépensent le plus d'argent pour ça. D'accord ?
Donc c'est pas linéaire. Donc pour prédire des choses comme ça, il faut être fou. Ça marche pas du tout. Et puis, il faut que les gens vous croient. Donc, la démographie, ça marche pas. L'espérance de vie, ça marche pas. Les épidémies, ça marche pas. La croissance du PIB, ça marche pas. Vous voyez bien, il y a un accident au milieu, pouf, une chute du pays, de la croissance du PIB, parce qu'il y a un incident. Parfois c'est un incident banquier, parfois c'est une épidémie. Donc c'est la foudre gouverne, ça. Hein, c'est mon maître Héraclite. Vous comprenez que j'ai mis Héraclite quand même. Hein. Ce que j'ai mis là, c'est la foudre gouverne. C'est pas, vous pouvez vous réunir autant que vous voulez, réfléchir autant que vous voulez. Moi j'ai l'habitude de dire, d'ailleurs ça ne sert à rien de réunir beaucoup de gens, parce que 10 personnes qui ont un QI à 100, ça fait pas 1000, hein, c'est plutôt 80. Parce que quand ils sont au consensus, on prend la plus faible partie commune à tous, et donc ça fait des réflexions d'andouille. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Les gens qui ont un certain degré d'intelligence sont capables d'assimiler des opinions différentes, mais vous ne faites pas une synthèse avec 10 personnes qui ont un niveau d'intelligence moyen en pensant que ça va être plus intelligent que d'avoir une personne qui discute à condition qu'elle intègre les controverses, qu'elle intègre les avis différents. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une vision actuelle qui est probablement due à la taille de la population. Donc, et ça, c'est des phénomènes qui sont des phénomènes stochastiques. Là, sur cette diapositive suivante, eh bien, je montre. Alors ça, c'est pas nous qui l'avons fait. Les premiers qui les trouvaient, c'est les Italiens qui avaient trouvé que l'émergence de l'épidémie, ils n'avaient pas connecté ça à l'importance de l'épidémie, mais c'est cette mutation dans l'RNA polymérase qui a fait qu'il y a eu un changement radical dans l'épidémie, qui était un phénomène qui était imprévu. C'est une des raisons pour lesquelles toutes les prédictions au début du Covid étaient toutes fausses. Non, en réalité, si vous prédisez une chose, son contraire, et puis encore autre, par hasard, il va se passer qu'il y en a une qui va être juste. Donc après, tout le monde dit, mais c'est lui qui prédit, c'est juste un coup de chance. Il a joué au dé, et puis cette fois-là, c'est le 5 qui est sorti, il a dit, le 5 va sortir. L'autre dit, moi c'est le 1, moi c'est le 3, moi c'est le 4, bon, c'est le 5, regardez, lui il savait rien du tout, il a dit le 5, c'est le 5 qui est passé. Donc après, bien sûr, si j'essaie de faire une synthèse entre la théorie et les changements d'outils, vous arrivez à avoir un rhizome et une reclassification des microbes qu'on a publié récemment, vous voyez, où on a mis cette fois tout ce qu'on connaissait à ce moment-là. Donc il y a les virus géants, il y a les eucaryotes. Vous voyez, les eucaryotes, déjà, c'est des mélanges avec bactéries qui a donné la mitochondrie, les bactéries intracellulaires, les archées, les nano-archées, les CPR. Tout ça fait déjà un monde, vous voyez, par rapport au monde du XXe siècle où il y avait 3 domaines. On est passé là, ça y est, il y a une explosion de la connaissance là, et bien sûr, et qui ne supporte plus en plus la manière dont on le classifie. On a un problème technique terrible, un problème de méthode épouvantable, c'est que, basé sur l'hypothèse darwinienne, c'est pour ça que sans arrêt, je me fous de Darwin, il est mort, je n'ai rien contre lui, c'était pas vrai à l'époque déjà. Nietzsche, qui était contemporain, disait c'est ridicule de croire que c'est aussi simple, en parlant de Darwin. C'est pas simple comme ça, c'est pas vrai. Donc, c'est pas vrai que c'est parce que la connaissance est différente. La connaissance montre que c'est entièrement faux. Après, c'était une croyance, c'était une théorie comme une autre. Après, c'est passé d'une théorie à une religion. Et donc, après, les religions, c'est extrêmement difficile de lutter contre les religions. C'est très, très compliqué. Même l'évidence. Donc, je vous disais, même au départ, ce monsieur-là, qui était paléontologue, dont je parlais, et qui disait, bon, il y a l'homme moderne, et quand, bien entendu, des choses avaient commencé à être publiées sur Néandertal, les pourcentages de Néandertal, mais il disait, ces exceptions, ça compte pas. Or, maintenant, on sait très bien que, par exemple, il y a des maladies qui ont une répartition néandertalienne. Il y a des maladies qui sont spécifiquement néandertaliennes, comme il y a des traits physiques qui sont néandertaliens. Il y a des maladies qui sont héritées de Néandertal. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire que c'est rien, enfin, c'est complètement idiot. Donc, mais le refus d'abandonner la théorie, surtout quand on a enseigné cette théorie pendant des années, si vous voulez, c'est très spécifique. Alors, une autre chose qui a été très très importante et très intéressante, et là c'est une vraie source de dispute avec les gens qui font de la santé publique. La santé publique, c'est censé...
Et peut-être qu'ils ont raison. Moi, je ne fais pas de la santé publique, je fais de la recherche. J'ai fait de la recherche et du soin toute ma vie. La santé publique, il faut avoir des messages très très simples. Alors bien sûr, ils sont faux, les messages, mais ils sont très très simples. Et pour que les gens le croient et puis qu'ils obéissent, qu'on fasse ce qu'on leur dit. Donc, bon. Et après, ça dérive de choses très simples à choses très simples. Et à la fin, c'est faux. Donc c'est embêtant. Alors c'est très intéressant parce que est apparue une des maladies qui est la plus explosive actuellement comme source de mortalité. En particulier, c'est une des causes de mortalité importantes qu'on voit aux États-Unis, c'est les cirrhoses non alcooliques. D'accord ? Donc avant, l'alcool, c'est pas compliqué. C'est les maladies du foie, c'est l'alcool. Alors, donc d'abord, ça fait le foie gras, ce que nous on appelle la stéatose. Puis ensuite, ça fait la fibrose, puis ensuite la cirrhose, et puis ensuite, éventuellement, le cancer du foie, et puis la décompensation de la cirrhose, puis on meurt de ça. Alors, très bien, beaucoup d'alcool, vous avez ça, et donc la maladie du foie, c'était les gens qui buvaient de l'alcool. Bon. Après, il y a eu les hépatites qui se sont greffées là-dessus, qui donnent aussi des cirrhoses, et éventuellement des cancers. Bon. Très bien. Et puis, il commençait à apparaître des stéatoses, d'abord, dans les foie gras, puis, dont on sait maintenant qu'elles donnent des cirrhoses, dont on sait maintenant qu'elles donnent des cancers, non alcooliques, chez les gens qui ne boivent pas d'alcool, du tout. Et ça a commencé aux États-Unis, en parallèle de l'obésité. Pas que, mais en parallèle de l'obésité. Bon, et donc, les gens ont commencé à travailler là-dessus. Et puis, comme d'habitude, en ce moment, au XXIe siècle, c'est les Chinois qui, les premiers, commencent à trouver une solution. Ils étudient le microbiote des gens qui avaient une NASH, c'est ça, versus ceux qui n'avaient pas de NASH, et ils trouvent un microbe différent, qui s'appelle Klebsiella. Ils regardent cette Klebsiella, dont on ne savait pas du tout qu'elle faisait ça. Si elle produit de l'alcool, si on la met sur du sucre, oui, elle produit de l'alcool. Alors pas toutes, mais celles qu'on trouve chez les NASH. Et puis ils disent, mais attendez, est-ce qu'il y a de l'alcool dans les selles ? Ce que personne n'avait mesuré avant eux. Il y a de l'alcool dans les selles des NASH, il n'y en a pas dans les non-NASH. Et est-ce qu'il y a de l'alcool dans le sang des NASH qui ne boivent pas du tout d'alcool ? Oui, il peut y avoir jusqu'à 0,5 g par litre d'alcool. Donc vous voyez, après, quand vous dites ça aux gens de santé publique, on peut avoir de l'alcool sans boire d'alcool. Alors là, c'est le diable. Alors déjà que j'étais le diable, là, je suis le double diable. Donc, comment ça se passe ? Alors nous, on regarde là-dessus. On avait commencé, mais les Chinois nous ont scoopés. C'est les seuls qui nous scoopent sur la microbiologie actuellement. C'est les gens de l'environnement et les Chinois. Voilà. Et donc... mais souvent, c'est nous qui faisons les premiers, mais pas toujours. Eux, c'est vraiment des compétiteurs. C'est intéressant, puis ils aiment ça. Très bien, et donc nous, on commence à regarder, et on regarde, mais nous, avec notre technique à nous, qui sont la culture mixte qu'on a inventée, quand même, comme je vous l'ai raconté. Et donc, dans la culture mixte, nous, on s'était acharnés sur les bactéries, mais on va regarder aussi les champignons. On commence à regarder les champignons, et on trouve un champignon, on trouve des champignons, et on trouve des champignons dans les groupes qu'on étudie seulement chez les NASH. Tiens, ça c'est plus important que les Klebsiella. Les Klebsiella sont au milieu de tout. Puis toutes les Klebsiella ne font pas d'alcool. Et on regarde, et bien sûr, on tombe sur mon maître Pasteur. C'est la fermentation, c'est les champignons. Comme le premier travail de Pasteur, c'est la fermentation des champignons. Bien sûr, toute la bière, l'alcool, le vin, tout ça, c'est les champignons qui transforment le sucre en alcool. Très bien, donc on regarde la production d'alcool par ces champignons, c'est colossal. C'est considérable. Et bien sûr, on retrouve l'alcool dans les selles des gens qui ont des stéatoses. Et donc, on sait que c'est ça. Depuis peu, on a trouvé qu'effectivement, on pouvait trouver... Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans le tube digestif, il y a une brasserie, il se constitue chez un certain nombre de gens, une brasserie interne. C'est-à-dire que le sucre, comme dans une cuve pour faire de la bière, ou une barrique, ou pour faire du vin, eh bien... vous rajoutez du sucre, vous savez bien, c'est la chaptalisation, on rajoute du sucre, hop, et ça fait de l'alcool. C'est comme ça qu'on fait tous les alcools, c'est la fermentation des sucres qu'on trouve. Ça peut être de la patate pour faire la vodka, ça peut être du blé, ça peut être de l'orge, ça peut être tout ce qui contient des glucides. Si vous mettez une levure dedans, ou une bactérie, vous avez les bactéries qui font aussi transformer en alcool, et bien sûr, et ça se passe chez nous, chez un certain nombre d'entre nous aussi, transforme le sucre en alcool. Et donc il y a des gens qui ont fait depuis un travail très remarquable, chez les gens qu'on opérait pour leur faire, des obèses, qu'on opérait pour leur faire la chirurgie bariatrique, pour faire une chirurgie qui leur empêche de grossir ou qui les fasse maigrir, eh bien ils ont mesuré l'alcool qui partait du tube digestif pour aller du foie, chez ces gens qui avaient des NASH, qui étaient à la fois obèses et qui avaient des NASH, et dans ces conditions ils trouvent de l'alcool. Bien entendu, ils n'avaient pas bu d'alcool du tout. Donc on peut avoir de l'alcool dans le sang, on peut avoir une cirrhose. Donc,
ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de cirrhose non alcoolique. Toutes les cirrhoses sont alcooliques, mais il y en a qui sont alcooliques avec de l'alcool exogène, que vous buvez, et d'autres avec de l'alcool que vous fabriquez. Donc c'est très intéressant, parce que peut-être que la manipulation du microbiote arrivera à venir au bout de ces cirrhoses alcooliques dues à de l'alcool endogène. Depuis, on a trouvé de l'alcool dans d'autres situations, en particulier en Afrique. On a trouvé, je ne sais pas si ça explique des formes de malnutrition, mais on trouve de l'alcool dans le lait. Et dans le lait, on sait qu'on peut fermenter le lait. On sait qu'on peut fermenter le lait avec le kéfir, c'est du lait fermenté avec des champignons ou des bactéries. Hein. Donc ça peut faire 2-3 degrés. Mais nous, on a trouvé dans les gens qu'on a testés, il y a 2 femmes qui avaient des concentrations d'alcool dans le lait qui sont celles du niveau des bières, de la bière. De la bière pas très alcoolisée, 3 degrés. D'accord ? Mais vous donnez au bébé, vous donnez du lait qui est alcoolisé au niveau de la bière. Vous voyez donc, le concept, comment on va faire rentrer ça dans la santé publique, ça va être un truc, hein, vous voyez ? Il va bien y avoir une réflexion à côté du oui-non, zéro alcool, pas d'alcool, un peu d'alcool. Toutes les tentatives de compréhension qu'on a eues, pourquoi effectivement il y a des différences de sensibilité à l'alcool qui sont aussi considérables. Et en plus, alors je pense qu'il y a un phénomène de plus, ça c'est en tout cas c'est mon hypothèse. Aux États-Unis, les boissons sucrées, donc le drame c'est les boissons sucrées, c'est le sucre. Le sucre c'est le drame alimentaire actuellement c'est le sucre. Et donc les boissons sucrées aux États-Unis sont faites à partir d'OGM de maïs qui hypersécrètent du fructose. Le fructose c'est plus sucré. Ça coûte moins cher, parce que ce maïs-là produit fructose de quantité extraordinaire, et donc les boissons sucrées aux États-Unis sont faites avec ça. En Europe, c'est pas le cas. C'est peut-être la différence d'épidémiologie ou de la taille de la consommation, j'en sais rien. En Europe, c'est pas le cas, parce qu'on peut pas utiliser ce fructose, parce que ce fructose vient du maïs OGM, et que le maïs OGM est interdit, et ces produits sont interdits en Europe. Donc c'est plutôt du glucose qu'on a ici, et le fructose, c'est une étape intermédiaire pour faire de l'alcool. Donc c'est plus facile de faire de l'alcool avec du fructose. Alors vous savez, tous les fruits qui ont un certain âge contiennent de l'alcool aussi. Il faut dire, vous avez un fruit qui est un peu mûr, il a de l'alcool dedans. Hein. Donc l'alcool, encore une fois, c'est pas oui-non. Hein. C'est pas si simple que ça. Donc c'est très intéressant de voir effectivement cette explication avec des choses, cette fois-là, qui étaient très simples. C'était juste le paradigme qu'il fallait regarder. Parce que de mesurer l'alcool en aisselle, personne ne le faisait. Donc vous en saviez rien, mais c'est facile de mesurer ça. C'est très très facile. Donc c'est intéressant de voir quelque chose d'aussi facile. Vous voyez, on est obscurci. On est toujours prisonnier entre est-ce qu'il nous faut de nouveaux outils ou est-ce que les outils nous permettent de remettre en cause la théorie dominante ou est-ce qu'il faut commencer par attaquer la théorie bille en tête. Et donc c'est quelque chose qui est très... Mais si on attaque la théorie, il faut avoir une idée de substitution. Et la plupart du temps, ça commence par une modification de l'observation qui emmène à faire tomber la théorie comme un jeu de domino.